Je fais une présentation donc sur le basculement dans l'hégémonie sur les marchés financiers en essayant d'adopter une perspective historique. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici donc une bataille navale entre les Français et les Britanniques, puisque je pars un peu de cet exemple historique du cas du développement des marchés financiers en Grande-Bretagne, qui a été au XVIIIe siècle notamment un moment très important dans l'émergence et la mondialisation des marchés financiers. Donc en fait, c'est intéressant à étudier parce que ça permet de l'avoir malgré tout en petit dans le cas de la Grande-Bretagne. Et je pense qu'on peut comprendre des choses importantes sur le fonctionnement des marchés financiers, sur les avantages qu'ils procurent à une puissance économique et militaire, et sur les inconvénients aussi que la présence d'un grand marché financier dans un pays euh, peut donner à ce pays. Donc ensuite, j'essaierai d'élargir au cas d'aujourd'hui, comme on va le voir. Donc ma source principale pour l'histoire économique britannique, c'est ce livre assez classique, La Révolution financière en Angleterre, sur le développement du crédit public entre 1688 et 1756, c'est-à-dire entre la glorieuse révolution en Angleterre et le début de la guerre de 7 ans avec la France. Donc, voilà. Alors, la première chose, c'est que on a donc, au courant du XVIIe, XVIIIe siècle en Angleterre, une grande interrogation sur l'émergence des marchés financiers telle qu'elle se produit et à travers la perspective du crédit public. Donc, ce qui impressionne véritablement les contemporains au XVIIe siècle, c'est le cas de la Hollande, qu'on appelle à l'époque les Provinces-Unies, qui a le meilleur système de crédit public au monde, qui est extrêmement efficace, qui donne une grande puissance aux Provinces-Unies, qui lui permettront d'ailleurs d'acquérir leur indépendance sur un empire mondial, qui était celui de l'Espagne au XVIIe siècle. La Banque d'Amsterdam a été créée en 1609 et en fait, si on s'interrogeait davantage, on verrait que les Hollandais eux-mêmes ont largement copié leur système ou se sont inspirés de systèmes italiens et notamment du système de Venise. Mais voilà, au XVIIe siècle, c'est vraiment la Hollande, les Provinces-Unies qui dominent. Au niveau financier et économique, c'est une puissance qui est largement supérieure à la taille du pays. Alors, il y a un besoin de reconstruction en Angleterre et en Europe de manière générale, et évidemment un grand besoin d'investissement et un besoin de crédit à la fin du XXe siècle, parce qu'il y a eu de nombreuses guerres au XXe siècle, non seulement en Europe, la guerre de 30 ans, qui était vraiment un cataclysme du niveau des guerres mondiales du XXe siècle en termes de victimes, mais aussi en Grande-Bretagne, puisqu'il y a eu la guerre civile, en fait, hein, qui a fait également beaucoup de victimes. Alors, la Glorieuse Révolution s'est passée en 1688. Les Anglais ont installé au pouvoir Guillaume d'Orange, qui était venu justement des Provinces-Unies, et le Parlement anglais s'est renforcé. Et la Banque d'Angleterre a été créée dans ce contexte où le Parlement et les financiers et la bourgeoisie, en fin de compte, prend le pouvoir en Angleterre. Donc la Banque d'Angleterre est créée en 1694, au début avec des pouvoirs réduits. Il y a une peur du pouvoir de la France à cette époque qui est dirigée par Louis XIV. Et donc les Anglais cherchent à trouver des moyens innovants pour échapper au pouvoir militaire de la France. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont certainement plus innovants que les Français à ce moment-là, parce qu'ils se sentent un peu en position d'infériorité et ils cherchent des moyens nouveaux pour se défendre. Exactement comme les Hollandais un siècle avant face aux Espagnols. Alors la révolution industrielle commence conventionnellement en 1760, mais c'est un processus long, progressif, qui en fait dure tout le long au moins du XVIIIe siècle. Et la période de la révolution financière, qui a donc lieu à la fin du XVIIe siècle, prépare dans une large mesure la révolution industrielle parce qu'elle va permettre de la financer. Voilà. Alors, ensuite, si j'arrive à changer de page, voilà. Donc, il n'y avait pas de consensus parmi les contemporains sur l'efficacité de la révolution financière, alors que par la suite, évidemment, tout le monde reconnaîtra qu'elle était très importante. Mais au moment où elle s'est passée,
certains rares observateurs ont dit, comme Berkeley, que les capacités d'emprunt du gouvernement avaient été améliorées par cette révolution financière. Mais ce n'était pas l'opinion générale en Angleterre. Une majorité critiquait très durement les réformes qui étaient entreprises, en accusant notamment ceux qui les menaient de vouloir simplement renforcer leur pouvoir par la corruption et de ne pas avoir une politique économique efficace, d'avoir une politique économique irresponsable. C'était le cas, notamment le centre des attaques était focalisé sur Walpole, qui était le Premier ministre de la Grande-Bretagne à cette époque et qui a défendu l'émergence du nouveau système anglais. Donc il y avait énormément de critiques qui étaient faites à l'endroit de la Banque d'Angleterre, de la Compagnie des mers du Sud, de la Compagnie des Indes orientales et des fonds de sauvetage qui avaient été créés par Walpole, avec des accusations, donc, comme je l'ai dit, d'enrichissement personnel. En fait, en termes sociaux, il y avait vraiment une opposition entre l'Angleterre ancienne, qui était une Angleterre de grands propriétaires terriens, et de l'autre côté, les financiers, la nouvelle bourgeoisie émergente, et les militaires, qui, eux, voyaient la menace française et ressentaient le besoin de financer les dépenses militaires par un moyen ou par un autre. Donc, voilà, tout ça explique l'hostilité des grands propriétaires terriens à la révolution financière, et également l'hostilité envers les Juifs, puisque les Juifs, à ce moment-là, faisaient partie de la bourgeoisie émergente en Angleterre, et notamment, d'ailleurs, dans les marchés financiers. Et c'était également très présent du fait parce qu'il y a eu l'acte de naturalisation des Juifs en 1753. Il y a eu beaucoup de débats aussi autour de cette question qui symbolise bien le problème de cette bourgeoisie montante en Angleterre. Il y avait aussi une peur de la dislocation de l'ordre social. Enfin, il y avait beaucoup de difficultés pour faire accepter c'est la nouvelle politique qui était menée par les Anglais. Et essentiellement, il y avait des critiques, en fait, si on prend l'ensemble des critiques de l'époque, c'était plutôt une opinion négative par rapport à ce qui se passait, mais les Anglais l'ont fait quand même parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils étaient en difficulté militairement. Alors voilà. Bon, je ne vais pas tout présenter en détail, mais je vais ressortir les tableaux les plus intéressants qu'il y a dans ce livre, et notamment l'évolution dans la comptabilité de la Banque d'Angleterre et des deux compagnies commerciales anglaises, l'évolution du pourcentage des comptes tenus par des étrangers dans la comptabilité. Est-ce que ça montre que, en fait, les Anglais ont créé progressivement un marché financier à Londres qui s'est internationalisé. Mais à l'époque, évidemment, c'était dans des dimensions réduites par rapport à aujourd'hui, mais quand même, ça s'est internationalisé. Donc on le voit bien dans ce tableau, entre 1724 et 1750, que ce soit pour la Banque d'Angleterre, pour la Compagnie des Indes orientales ou pour la Compagnie des mers du Sud, la part des comptes tenus par des étrangers est passée de 12 à 36%, de 15 à 23% et de 5 à 7%. Donc on a une claire internationalisation, c'est-à-dire que de plus en plus d'investisseurs sont venus déposer leur argent dans les fonds d'investissement anglais qui étaient à Londres. Et ils l'ont fait parce que ce marché se développait, parce que la City était en train de naître. Alors si on regarde en détail les comptes étrangers par pays en milliards de livres, voilà ce que ça donne entre 1724 et 1750. Le pays qui domine incontestablement la part des comptes étrangers, ce sont les Provinces-Unies, qu'on voit au début, et qui représentent 1 milliard de livres en 1724, alors que le deuxième, la Suisse, est à peine 70 millions. Donc il y a vraiment une différence quantitative énorme, qu'on retrouve en 1750 de manière encore plus marquée, puisque en 1750, c'est 5 milliards de livres qui sont détenus par des Néerlandais. Les Suisses arrivent derrière avec 600 millions. Et ensuite, par contre, entre les autres pays, on voit que c'est assez équitablement réparti. Et on a en fait une image de la richesse des autres pays
Bon, alors c'est pas tout à fait équivalent, mais ça donne une idée de la carte économique de l'époque. Donc on retrouve les Pays-Bas autrichiens, qui sont en fait la Belgique hein, aujourd'hui, l'Allemagne, l'Italie, la France, même l'Amérique, qui commence à émerger à cette époque, l'Irlande, la Russie également, qui est déjà là, le Portugal et les Indes orientales. Les Indes occidentales, pardon. Donc voilà, on a vraiment un marché financier qui est internationalisé, qui s'internationalise de plus en plus à cette époque, et qui est dominé par la richesse des Néerlandais à cette époque. La même chose représentée sur un graphique, pour bien se rendre compte des ordres de grandeur, on voit que, évidemment, les Provinces-Unies dominent. C'est-à-dire, et c'est ça qui est intéressant, que les Anglais attirent à ce moment-là les investissements des pays riches. Voilà, c'est vraiment ça que ça montre. Parce que leur système se développe à l'image de la bourse d'Amsterdam, c'est-à-dire que c'est un système moderne, efficace du point de vue des financiers qui investissent. Ça, c'est l'évolution de ce marché des securities à l'échelle donc des 60 ans dont on parle. Et on voit que en fait, c'est réparti entre différents outils qui sont à disposition du gouvernement britannique à l'époque pour financer la guerre, notamment. C'est le cas des Exchequer Tallies, qui sont à la fois qui sont en fait des bons par lesquels les Anglais empruntaient à l'époque pour permettre à l'État de payer les dépenses militaires. Ils existent sous différentes formes. On a aussi les bons qui sont émis pour financer la marine, ce sont les Navy Bills, et les bons qui sont émis pour payer directement les dépenses des militaires, les Victualling Bills. Et d'autre part, en haut du graphique, on a les bons de la Compagnie des Indes orientales et de la Compagnie des mers du Sud. Et ces compagnies, elles fonctionnent comme des entreprises, c'est-à-dire qu'elles émettent des bons qui sont davantage connectés à du profit en fait. Elles sont là pour gagner de l'argent en s'enrichissant par le profit. Alors que les dépenses militaires de l'État sont là pour simplement financer les guerres. Mais elles profitent de l'existence d'un marché à Londres qui existe pour justement émettre de la dette publique en fait. C'est ça le mouvement qui est à l'œuvre. On le voit mieux sur ce graphique, c'est la même chose, mais avec les bons commerciaux, donc ceux des compagnies en gris, et les bons non commerciaux. C'est les bons qui sont émis par l'État pour faire la guerre, en orange. Donc jusqu'en 1709, on voit que le marché est dominé par l'émission de la dette de l'État, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a la guerre de succession d'Espagne qui fait rage à ce moment-là avec la France face aux armées de Louis XIV, et donc il y a des dépenses militaires très importantes. Alors que ensuite, une fois que la paix est signée, la dette de l'État se réduit considérablement parce que justement toutes les forces en Grande-Bretagne qui s'opposent à la dépense publique et à l'émergence d'une dette publique très importante demandent à ce que ces dépenses soient réduites. Et inversement, les bons des compagnies commerciales, elles, se développent, notamment jusqu'à 1720, où apparaît une crise financière gigantesque, la crise de la Compagnie des mers du Sud, précisément, qui voit en fait, comme pour une crise financière d'aujourd'hui, une quantité de bons émis par les acteurs privés qui disparaît, qui est détruite par la crise. Et enfin, vers la fin de la période, parce que les Anglais se réarment en prévision du retour de la guerre face à la France, on voit que les dépenses, la dette publique augmente. Voilà. Mais de manière générale, ce qu'on voit, si on cumule tous ces graphiques, c'est que le marché des sécurités, que ce soit émis pour le compte de l'État ou pour le compte d'entreprises privées, eh bien, se développe. Le marché se développe considérablement en Angleterre. Alors voilà, quelques observations qu'on peut tirer de cette expérience historique. Donc, comme je le disais, c'est intéressant de l'observer parce que c'est à une dimension assez réduite et donc on peut encore observer quasiment l'ensemble des mouvements qui sont en jeu, ce qui permet de mieux comprendre comment fonctionne un marché financier, sachant que la logique n'est pas tellement différente d'aujourd'hui, même si bien sûr les modalités sont différentes. Alors la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les marchés financiers en Angleterre, ils ont fonctionné comme un substitut au système monétaire qui a permis de faire croître le crédit à partir de la croissance du profit. D'abord en Angleterre, en finançant énormément de dépenses
en Angleterre, qui ont d'ailleurs permis en grande partie de financer la révolution industrielle, mais aussi progressivement, de plus en plus, dans le monde. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui venaient des Provinces-Unies, parce que les Provinces-Unies étaient à cette époque très riches, et donc ils offraient des occasions d'investissement profitables. Voilà. Donc ça se développe. L'investissement d'abord en Hollande, ensuite en Angleterre parce que l'Angleterre connaît la révolution industrielle, et ensuite dans le monde de plus en plus parce que le monde lui-même va se développer par la suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a permis aussi à l'État lui-même, l'État anglais, d'émettre un grand nombre de bons de trésor, parce que et sous différentes formes, parce qu'en fait, l'existence de ce marché donnait confiance à la dette de l'État anglais. C'est-à-dire que grâce à l'émergence de cet État, les Anglais ont pu financer plus efficacement que les Français, c'est très net, leur guerre face à la France précisément. Et bien sûr, ils sortiront vainqueurs des guerres contre la France au XVIIIe siècle, ce qui aura beaucoup d'importance par la suite. Voilà, ça c'était pour le cas anglais. Donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant dans cette présentation, c'est d'essayer de m'interroger sur la situation d'aujourd'hui, avec le fonctionnement des marchés financiers à l'échelle mondiale. Donc, qu'en est-il aujourd'hui des marchés financiers? Bien sûr, ce n'est pas comme à l'époque, les marchés se sont beaucoup développés, et donc on a aujourd'hui, de façon massive, la domination des marchés financiers aux États-Unis, comme je l'ai mis sur ce tableau. Donc, on peut évaluer de différentes manières, mais si on prend la capitalisation de marché, on a 42,5% des parts de la capitalisation mondiale qui est située dans les bourses américaines. Donc ça, c'est le premier fait majeur d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Ensuite, on a les bourses de l'Union européenne qui représentent 11,1%, la Chine à 11% également, le Japon 5%, Hong Kong, donc la Chine aussi 4%, le Royaume-Uni qui reste une place importante, mais bon, à 3%, Canada, Australie, etc. Si on représente ça sur un graphique, ça nous donne ceci. Donc là, voilà, ce qu'on peut voir, c'est évidemment la domination des Américains, du Canada, de l'Europe et du Royaume-Uni, de l'Australie. Donc en fait, pour résumer, la domination des pays occidentaux. Voilà. Il y a encore pour les marchés financiers aujourd'hui une domination incontestable en termes de capitalisation de marché des pays occidentaux. C'est justement le seul, peut-être, enfin, l'un des seuls domaines dans lesquels cette domination semble toujours exister de façon incontestable. Alors pourtant, évidemment, si on compare cette situation ici au PIB mondial, tout simplement, c'est le même graphique, mais en termes de PIB, on voit que la situation est très différente. Les États-Unis dominent tout le temps en termes de PIB, mais on voit bien que cette domination est beaucoup moins importante. La Chine est juste derrière, et puis on a d'autres économies qui sont également plus importantes. Mais le PIB lui-même, on le sait bien, est lui-même l'objet de nombreuses critiques, parce que c'est un instrument qui est largement basé sur des statistiques monétaires, donc uniquement financières, qui peut être l'objet de critiques en termes de sa capacité à mesurer la puissance d'une économie. Donc, c'est pour ça qu'on peut s'interroger, par exemple, sur la part dans l'industrie, qui est toujours une statistique intéressante. Bon, on en a souvent parlé, évidemment, dans ce séminaire, mais bon, voilà, une des manières de mesurer la puissance d'un pays, c'est sa capacité à produire. Donc, l'indice de la capacité industrielle montre ça. Donc, dans ce domaine, on voit que déjà les Américains ne dominent plus. C'est les Chinois qui dominent aujourd'hui avec près de 30% de la part industrielle mondiale. Alors les Américains restent une puissance industrielle importante, 16 à 17% sur ce graphique, avec ensuite le Japon, l'Allemagne, l'Inde, la Corée du Sud, etc. Bon, alors là, par exemple, ne figure pas la Russie. Donc j'ai pris ce graphique qui a été fait à partir des Nations Unies, mais je pense qu'on pourrait également obtenir d'autres résultats avec d'autres statistiques. Mais enfin voilà, ça donne déjà une idée de la différence entre la puissance des marchés financiers américains et leur puissance industrielle.
Si on s'intéresse d'ailleurs, comme moi personnellement j'aime bien le faire en tant que chercheur, par branche, par volume de production, on obtient, on le sait, des résultats toujours très impressionnants. Donc, par exemple, j'avais montré une fois dans le séminaire les voitures, la production de voitures, mais ici, on peut observer la production globale de fer. Bon, là, c'est tout à fait objectif. On voit la quantité de fer produite par pays. Donc, évidemment, ça ne concerne qu'une seule branche, mais dans cette branche, on y voit clair. Et on voit dans cette branche, comme dans de nombreuses autres, que la Chine domine, et notamment depuis ces 20 dernières années. C'est toujours impressionnant de voir qu'en 20 ans, les Chinois ont vraiment totalement dominé cette branche. Ensuite, on a l'Europe qui semble décliner légèrement, et puis les Américains et la Russie qui en fait semblent au même niveau sur ce domaine. Et puis l'Inde, etc. Donc là encore, on retrouve quand même cette différence énorme entre la production objective et la domination sur les marchés financiers. Alors, moi, voilà, j'ai fait par moi-même ce graphique à partir des données de l'Agence internationale de l'énergie. Ça peut être une autre manière de saisir la puissance des économies qui, sans passer par le PIB, qui à mon avis est quand même contestable, c'est la consommation d'électricité de chaque pays. Parce que on sait bien que aujourd'hui, l'ensemble des procédés industriels sont très consommateurs d'électricité. Donc, automatiquement, avoir la consommation d'électricité globale d'un pays, ça donne, à mon avis, une bonne indication matérielle, objective, de l'activité économique qui existe dans ce pays. Donc là, c'est assez intéressant le résultat qu'on obtient. On voit que bon, la Chine domine avec près de, alors je crois que c'est 6 milliards de kilowattheures. J'ai pas marqué la quantité, j'aurais dû le faire, mais enfin bon, ils sont à 6 milliards sur mon graphique, et on a donc à 60% seulement de la consommation chinoise, la consommation américaine. Ça veut donc dire que l'activité électrique dans la Chine est bien plus importante que ce qu'elle est aux États-Unis. Donc là aussi, on a une indication, à mon avis, du dépassement économique des États-Unis par la Chine. Et ensuite, en troisième position sur ce graphique, très intéressant aussi, on retrouve la Russie. Donc là aussi, qui apparaît beaucoup mieux classé que dans les d'autres indices économiques. Et la Russie, alors, apparaît quand même nettement en dessous des États-Unis, mais quand même en troisième position. Et ensuite, on trouve l'Inde, le Japon, l'Allemagne, Canada, Brésil et Corée du Sud, la France à ce moment-là, et le Royaume-Uni. Enfin voilà, vous avez tous les pays qui figurent ici. Mais ça donne une idée intéressante. Alors, autre statistique qui peut être intéressante, c'est la production d'électricité. Bien sûr, parce que pour consommer, il faut pouvoir produire. Donc évidemment, les deux sont un pays qui consommerait beaucoup d'électricité mais qui n'en produirait pas serait dépendant des autres. Donc bon, là aussi, de façon encore plus massive, on retrouve la Chine en tête devant les États-Unis, quasiment 2 fois plus de production électrique. Et ensuite, on retrouve l'Inde, cette fois-ci en troisième position, et la Russie, mais avec également en quatrième position, mais avec un excédent par rapport à sa consommation, si vous vous souvenez. Donc là aussi, bien classé. Ensuite, le Japon, puis Brésil, Canada, Corée du Sud, Allemagne, France, etc. Voilà, donc si on fait une comparaison, comme je l'avais fait à l'époque, entre la Russie et la France, puisque cette comparaison avait souvent été faite dans les médias français en termes de PIB, évidemment, ça donne ceci. Ça, c'est pour la consommation d'électricité. Donc, on voit que la Russie est 2,5 fois au-dessus de la France en termes de consommation électrique, donc d'activité électrique sur son territoire. Donc évidemment, ça donne un indice sur l'activité réelle des deux économies. Et en termes de production, l'écart est légèrement moins important, mais c'est semblable. Voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà, la question que je pose, c'est pourquoi avons-nous une telle différence entre les pays qui ont une grande industrie et des marchés financiers relativement petits. Bon, je schématise évidemment, puisqu'il y a des marchés financiers en Chine, en Russie, et il y a aussi de l'industrie aux États-Unis et dans les pays occidentaux. Mais
voilà, pour caricaturer la situation, pourquoi y a-t-il une telle différence entre des pays qui ont des grands marchés financiers et des pays qui ont une grande industrie? Et quels sont les effets d'avoir ces grands marchés financiers, les avantages et les désavantages en termes de puissance et en termes d'organisation économique pour les pays? C'est ça la question qu'on est en droit de se poser aujourd'hui. Donc, euh, voilà, pour moi, la force du marché financier, bon, alors, je vous livre une analyse un peu personnelle, évidemment, là-dedans, mais c'est ce qui ressort de mes travaux. Évidemment, tout ça est en débat, hein, mais bon, c'est à mon avis la question importante. Donc, pour ce qui me concerne, la grande force du marché financier, c'est qu'il base l'émission de crédit de façon rationnelle au profit, à des marchés profitables. Et ça a été utilisé en Angleterre au XVIIIe siècle et c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc, ça permet un processus d'accumulation, mais ça permet de financer la dette publique plus facilement. Mais le problème, c'est que il n'est pas du tout obligatoire que les profits que financent les marchés financiers soient situés dans le pays où fonctionnent ces marchés financiers. Ça se devine déjà en Angleterre au XVIIIe siècle, comme on l'a vu, et évidemment aujourd'hui c'est encore plus vrai. Si on avait les statistiques détaillées des investisseurs dans les places boursières américaines, on verrait évidemment qu'ils financent des investisseurs venus du monde entier, et non pas seulement aux États-Unis. Donc le risque qui existe, c'est que les pays qui hébergent les marchés financiers se transforment en fait en pays banquiers, qui gèrent le crédit pour l'ensemble des autres pays dans le monde. Alors, à mon avis, c'est lié il y a un second risque, c'est même que la présence de grands marchés financiers dans un pays provoque ou favorise ce que les économistes chinois appellent l'effacement industriel, qui existe incontestablement dans les pays occidentaux. Parce que euh, pour les pays occidentaux, pour les marchés financiers dans les pays occidentaux, en quelque sorte, la production nationale devient quelque chose d'inutile, de peu rentable par rapport à des pays étrangers, et qu'ils refusent de financer tout simplement, et en fait qu'ils détruisent indirectement ou directement. C'est pourquoi, à mon avis, l'intervention de l'État est obligatoire dans ce domaine, et on ne peut pas laisser faire le libre marché. Mais là aussi, c'est quelque chose qui est débattu en Chine. Et il est clair que dans les pays occidentaux, le consensus scientifique des économistes se fait autour du fait que le libre marché règle la plupart des problèmes. Alors qu'en Chine, tout ceci est toujours associé à l'intervention de l'État. Le libre marché est reconnu dans ses qualités, mais toujours associé avec la question de l'action de l'État. Et c'est l'équilibre entre les deux qui donne le développement. Et c'est ce qui, à mon avis, fait leur puissance. Donc, dans la situation actuelle, l'Occident, à mon avis, agit comme la banque des pays émergents. Si on voulait schématiser, évidemment, c'est plus compliqué dans le détail, mais au niveau global, si on veut schématiser, les marchés financiers occidentaux permettent de financer le développement industriel des pays émergents. Alors, pourquoi l'Occident fait ça? Parce que ça lui permet, en tout cas aux investisseurs sur les marchés, ça leur permet de capter en grande partie le profit monétaire généré par les gains de productivité industrielle en Chine ou dans d'autres pays. Donc évidemment, ils le font parce que ça leur permet de s'enrichir. Mais ils le font de façon efficace de ce point de vue, parce que les systèmes financiers, depuis toujours, stimulent le profit de façon efficace, en rendant disponible le crédit en grande quantité pour les marchés profitables. Donc, et cette efficacité, à son tour, permet aux États qui accueillent ces marchés de financer leurs dettes en grande quantité. C'est pourquoi tous les pays occidentaux ont émis ces dernières années une grande quantité de dettes publiques. Mais le problème, c'est que les progrès techniques réels qui ont permis ces profits, notamment dans l'industrie, ils ont été stimulés et financés dans les pays émergents, et notamment en Chine. Et ils se sont donc fortement réduits dans les pays occidentaux eux-mêmes. Donc c'est, à mon avis, à connecter au phénomène de d'effacement industriel observé par les économistes chinois, qui est, à mon avis, un concept très intéressant. Donc, à mon avis, le problème pour l'Occident aujourd'hui, la plupart des pays occidentaux veulent reconstruire une base industrielle, notamment du fait des conflits
politique, géopolitique de plus en plus important. Tout le monde voit bien de quoi je parle. Donc voilà, souvent on entend nos politiques et nos médias dire qu'il faut reconstruire une base industrielle. Mais à mon avis, les dirigeants occidentaux ne sont pas en capacité de le faire réellement, parce qu'ils ne sont pas en capacité de comprendre eux-mêmes l'effet des marchés financiers sur leur base industrielle. Parce que ce mouvement de développement des marchés financiers, qui s'est produit historiquement en Occident et qui continue à se produire, comme on l'a vu, il se produit de façon largement incontrôlée. Ils laissent, en fait, les dirigeants occidentaux, ils ont laissé ce processus historique se développer du fait de l'initiative des acteurs financiers, au maximum en protégeant de la crise financière qui peut se produire sur ces marchés, parce qu'évidemment, ils ont une grande instabilité, avec les interventions des banques centrales. C'était la séquence des quantitative easing qui s'est perpétuée, en fait, depuis 20 ans d'une façon très visible. Donc c'est vraiment la seule action étatique que font les pays occidentaux. C'est qu'ils empêchent la crise financière en intervenant avec les banques centrales comme des pompiers. Mais ça ne leur donne pas pour autant la capacité de comprendre ce qui est à l'œuvre sur ces marchés, de comprendre les effets sur leur économie et surtout de comprendre comment on sort de ce système. Parce qu'en fait, ça, ils n'en sont pas capables, à mon avis. Voilà. Donc, en plus de ça, c'est vrai que les marchés financiers se développent d'abord et avant tout par l'action des acteurs financiers, c'est-à-dire des banques, des fonds d'investissement, des compagnies, des acteurs sur les marchés financiers eux-mêmes. Mais eux-mêmes, s'ils sont capables de développer le marché financier, qui répond à certaines règles, à une certaine logique économique, comptable, en fait, ils ne sont pas capables d'orienter le système dans le sens d'une réindustrialisation de l'Occident, par exemple. Ça, c'est pas leur métier. C'est pas quelque chose qu'ils sont capables de faire, ou de penser, ou de théoriser. Donc en fait, personne n'est en capacité de le faire. Ni les économistes occidentaux, qui pensent pour la plupart du temps qu'il faut laisser faire le marché, ni les acteurs du marché eux-mêmes, qui s'occupent simplement de réaliser des profits, ni les États et les dirigeants politiques occidentaux, qui, eux, n'ont pas la capacité théorique ou technique de changer cette évolution. Même s'ils se plaignent des effets, même s'ils comprennent qu'ils sont dans une mauvaise évolution industrielle, à mon avis, ils ne sont pas capables de changer cette situation. Et alors, réciproquement, dans les pays émergents, et notamment en Chine, le problème, au contraire, c'est de trouver un système de financement qui soit alternatif aux marchés financiers occidentaux, pour maintenir le développement de leur industrie, le rythme de développement qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Et ça aussi, c'est difficile pour les économistes chinois. Ils sont conscients du fait qu'abandonner le marché à lui-même n'est pas possible. Ils veulent éviter l'effacement industriel et ne veulent pas prendre ce chemin. C'est pourquoi d'ailleurs ils ne veulent pas développer davantage pour l'instant les marchés financiers en Chine. Parce qu'ils veulent d'abord comprendre comment ils fonctionnent au niveau théorique avant d'aller plus loin. Mais d'un autre côté, ils sont dépendants actuellement du système économique qui consistait à exporter en Occident et à être financé par le système financier international. Ils ont un grand rôle dans leur développement. Donc, ils ne veulent pas couper ce fonctionnement pour l'instant sans avoir quelque chose par quoi le remplacer. Donc, c'est pourquoi ils cherchent à développer peu à peu, avec prudence, mais de façon massive, un système alternatif. Et c'est à mon avis à quoi sert le programme des crédits à l'économie réelle via la Banque centrale de Chine, le programme AFRE, dont j'ai déjà parlé dans ce séminaire. Il se développe de plus en plus pour permettre un développement financier autonome de la Chine. Mais pour l'instant, il n'est pas suffisant pour assurer ce développement autonome. Donc, pour eux, l'enjeu dans l'avenir, à mon avis, sera de faire croître ce programme afin d'être capable de le substituer entièrement aux marchés financiers occidentaux. Et s'ils n'arrivent pas à le substituer entièrement en termes quantitatifs, ça veut dire que le rythme de leur développement industriel se réduira, sans pour autant s'arrêter, parce qu'ils arrivent déjà, en partie, à se financer par leurs propres actions de la Banque centrale. Donc en fait, on voit que les deux systèmes rencontrent deux problèmes de type différents. Les Chinois ont besoin de construire un système de financement
propre, et les Occidentaux ont besoin de reconstruire une base industrielle. Mais autant les Chinois font des progrès dans la création d'un nouveau système financier plus autonome et plus efficace, autant les Occidentaux n'arrivent pas à progresser dans la reconstruction de leur base industrielle. Et enfin, en essayant de lire le cas de la Russie ou d'autres pays émergents dans ce contexte. Donc, il me semble occuper une position intermédiaire, en fait. Les gains de productivité industrielle en Russie ont sans doute été moins importants qu'en Chine depuis toutes ces dernières décennies. De la même façon, la dépendance aux marchés financiers occidentaux est à mon avis moins importante. Mais il serait certainement intéressant pour la Russie de développer des programmes de crédit dans les branches souhaitées, comme le fait la Chine, et notamment dans l'industrie. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de présentations dans ce séminaire qui ont montré que c'était déjà en cours en grande partie, ce programme de développement du crédit public et pour les branches industrielles visées. La seule chose, c'est que je pense que les marges de manœuvre sont moins importantes en Russie qu'en Chine. Parce que la productivité industrielle doit sans doute être moins forte sur plusieurs décennies en Russie qu'en Chine. C'est aussi pourquoi je pense qu'il y a plus de tensions inflationnistes en Russie qu'en Chine actuellement. Et parce qu'en Chine, aujourd'hui, il n'y a aucune inflation. Malgré les programmes de financement massifs, malgré les programmes AFRE, la productivité industrielle en volume est tellement forte et la productivité réelle est tellement forte que, en fait, il y a la place, entre guillemets, pour faire des programmes de relance encore plus importants pour essayer de se substituer progressivement aux marchés financiers occidentaux. Alors que je pense qu'en Russie, ces marges de manœuvre sont moins importantes. Si j'ai bien compris la situation récente, et notamment les présentations qui ont été faites ici, même si je ne les ai pas toutes vues, je pense que la tension sur les prix en Russie est plus importante qu'en Chine, parce que certainement les marges de manœuvre par rapport à la productivité industrielle réelle sont moins importantes en Russie qu'en Chine. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment arrêter d'investir dans l'industrie ou de continuer à développer les programmes de développement du crédit. Mais il faut toujours le faire prudemment et en surveillant évidemment l'évolution des prix qui est le véritable indicateur de la limite à ne pas franchir. Voilà. Donc pour conclure, si un tel basculement s'opère dans les pays émergents et notamment en Chine, c'est-à-dire s'ils arrivent à s'autonomiser du point de vue financier, il faut aussi ajouter qu'il y aura automatiquement une crise grave sur les marchés financiers occidentaux et parce qu'ils seraient asséchés en quelque sorte de leurs débouchés. Donc voilà, c'est ma conclusion. Il y a aussi ce risque de crise financière qui pèse toujours sur les marchés occidentaux, en plus de leurs effets négatifs sur la désindustrialisation. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Maxime. Je voudrais remercier moi aussi les deux intervenants. Leurs présentations ont été passionnantes et je dois dire que pour trouver une question et des remarques, il y en a tellement à profusion que je vais essayer de me limiter. Je voudrais dire aussi que dans le programme, il était prévu que je fasse un commentaire sur la présentation de Maxime. Et je pense que pour gagner du temps, je vais reporter les quelques remarques que j'aurais pu faire en plus à mon exposé de demain matin. Et puis, éventuellement, si Maxime ne peut pas assister à mon exposé demain matin, on pourra se coordonner par Internet. Alors, la question quand même... Je pense que c'est bon, je serai là demain matin, normalement. Parfait, merci. Alors, à demain. Donc, d'abord, aujourd'hui, ma question... Il me semble qu'on a un dilemme que tu as bien caractérisé entre la production objective réelle et la domination sur les marchés financiers. On est aussi au cœur de cette domination, de ce dilemme en Occident, et c'est quelque chose qui finalement harcèle notre statut d'économiste, de se rendre compte de ça. D'autre part, tu as expliqué
que la force des marchés financiers avait été leur capacité à baser l'émission de crédit sur le retour sur le profit. Et ça, je sais que dans ton travail de recherche, c'est quelque chose qui est très profond et que tu as largement développé et expliqué. Alors, il me semble que c'est à ce niveau qu'il y a un basculement dommageable dans le cadre des développements exponentiels des marchés financiers. Quand il s'agit de se focaliser sur du profit qui peut être un profit à long terme, qui pouvait être le cas au XVIIe, au XVIIIe siècle, les choses peuvent s'équilibrer. Mais quand on se focalise sur du retour, sur du profit à très court terme, alors là, j'ai l'impression que la machine s'emballe. Vous voyez, je vais prendre par exemple une référence à l'exemple qu'a pris Sacha Chirov au sujet de l'industrie militaire. Si je regarde aux États-Unis, il y a une recherche de profit immédiat de cette industrie militaire. On le voit par les actions commerciales, par les engagements militaires, tout ça, il faut que ça crache. Donc, c'est le profit de court terme qui commande. Et cette dynamique du profit de court terme qui est recherchée, en fait, c'est contradictoire avec les progrès technologiques. C'est parce que les États-Unis ont le seul souci de vendre des F-15 coûte que coûte, avec une commercialisation des influences à travers le monde, qui n'ont même pas pris la peine de finir techniquement le produit et qu'il y a des crashs, des dysfonctionnements. On pourrait peut-être dire la même chose sur Boeing. Et peut-être l'exemple le plus significatif, c'est le fait qu'ils ont un tel retard sur la technologie des missiles hypersoniques. Parce que l'investissement en recherche était tellement à long terme qu'ils ont laissé tomber. Mais sauf que tout le monde n'a pas laissé tomber. Visiblement, la Russie, l'Iran, voire même, il semblerait, les outils, mais bon, peut-être indirectement, ont fait cet investissement. Voilà, il me semble que ce qui rend le dilemme production réelle et rôle de la finance un peu dramatique, c'est quand il y a cette polarisation excessive sur le court terme. Voilà. Excuse-moi, pour cette longue question. Oui. Tu veux que je peux répondre? Ou tu as une autre question? Je ne sais pas. Non, c'est bon, elle était longue Ok. Et non, mais c'était une question, à mon avis, extrêmement intéressante et profonde. Effectivement, cette opposition entre court terme et long terme, c'est quelque chose de fondamental. Et en fait, bon, comme tu le sais, j'utilise beaucoup les travaux de Jean Fourastier. Et c'est quelque chose qui souligne dans un certain nombre de ses recherches l'opposition entre le profit à court terme et le profit à long terme. Et bien entendu, donc les marchés financiers ont cette capacité à rechercher le profit, toute forme de profit, donc en particulier le profit à court terme. Évidemment, au XVIIe, XVIIIe siècle, la situation était très différente, puisque c'était des sociétés qui étaient peu marchandes, où le marché jouait un rôle bien moins important et où, en grande partie, il y a beaucoup d'irrationalité. Donc, dans ce monde, la recherche du profit a produit des résultats en termes de productivité qui étaient très importants, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas cette logique de rationalité. Et alors, aujourd'hui, en effet, l'une des grandes faiblesses des marchés financiers et de la financiarisation, c'est la destruction du profit à long terme, en fin de compte, par le profit à court terme. Donc effectivement, tu l'as très bien décrit pour l'armée américaine, mais on pourrait prendre énormément d'exemples, du plus simple au plus complexe, des choses les plus insignifiantes aux plus importantes, et où on observe ce schéma que tu viens de décrire, où on a, pour des motifs de profit à court terme, de recherche de profit à court terme, on détruit le profit à long terme. Donc évidemment, là, c'est un rôle très important que doit jouer l'État dans l'investissement de long terme, parce que c'est lui qui est garant de ça. Et typiquement, c'est le problème de l'éducation, par exemple. L'éducation, elle n'est pas profitable à court terme. Elle ne rapporte rien, c'est un coût.
Voilà. Mais par contre, à long terme, c'est la source essentielle du progrès technique, du profit, du développement. C'est un peu la même chose pour la recherche scientifique, par exemple. La recherche, effectivement, elle semble toujours coûteuse, elle semble toujours inutile à court terme, parce qu'elle ne fait pas rapporter d'argent immédiatement. Mais à long terme, c'est ça qui permet évidemment des sauts technologiques qui vont permettre des nouvelles industries, des nouvelles technologies qui, elles, vont devenir très profitables. Et ça, c'est typiquement le rôle de l'État, de garantir ça, la recherche, l'éducation, l'investissement de long terme. Aussi, on pourrait citer l'exemple très important des infrastructures, les autoroutes, le développement du réseau ferré de haute vitesse. Ça ne rapporte rien à court terme. Mais à long terme, ça permet à l'ensemble des entreprises d'être plus profitables, d'avoir de la croissance économique. Là encore, on retrouve toujours ce schéma. Donc, évidemment, c'est très important ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut abandonner cette force fondamentale, cette force économique fondamentale qui est la recherche du profit. C'est ça qui permet de se développer, mais ça doit être impérativement équilibré par l'action de l'État pour protéger le long terme. Et ça, à mon avis, les Chinois en sont quand même assez conscients, puisque justement, dans leur définition de leur économie, ils disent bien qu'il y a ce rôle de l'État à côté de la force du marché en elle-même. Et c'est les deux qui permettent un équilibre. Donc évidemment, après, il faudrait voir dans le détail de chaque industrie, chaque branche, chaque secteur, comment faire. Mais en tout cas, sur la logique de base, c'est bien ça, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voudrais que notre prochain Premier ministre partage tes idées. Ou alors Maxime. là, j'ai peur qu'on en soit un peu loin, mais bon. Oui. Ouais. J'ai encore une question pour notre collègue de Minsk. Igor, vous avez la parole pour poser une question à Maxime Isolé. Merci. Maxime, merci tout d'abord pour cette présentation très intéressante et qui comporte beaucoup de sujets. La question est la suivante. Quand vous avez analysé l'époque de la naissance des marchés financiers, le financement de dette en Bretagne, c'était le financement des dépenses publiques. Premièrement, des dépenses liées à la défense et aux guerres. Et ensuite, vous avez passé aux formes de financement non pas étatiques, mais des dépenses commerciales, donc financement du business. Et vous avez fait l'accent sur le financement de dette, encore une fois. Donc, ce sont les banques et les obligations. Le transfert à qualitatif s'est produit au début du XVIIe siècle dans le financement du business et c'est 18e siècle. Donc c'est 1610, 1600. C'est la création de la société Ost-Inde anglaise et avant la société hollandaise Ost-Inde. Oui, c'était les premières sociétés d'action. Et la création de sociétés d'action, cela ne signifie pas quand même encore la formation du marché de fonds, du marché d'obligations. Donc il y avait des obligations, mais il n'y avait presque pas de marché. Je pense que le bon qualitatif de cette période, c'était le fait que le business, non pas l'État, mais le business a commencé à passer du financement de dette au financement des actionnaires, au financement d'actions. Et j'ai une question. Est-ce qu'on peut légitimement dire est-ce que c'est légitime, voilà, d'utiliser l'approche que vous avez utilisée? Donc, c'est l'analyse un peu isolée du fonds de dette, du fonds des outils de dette. Merci. Oui. Merci pour votre question.
Bon, alors en effet, je suis passé un peu rapidement sur la présentation du cas historique du Royaume-Uni. La présentation des graphiques que j'ai faite, et c'était certainement trop rapide, mais parce que je voulais présenter autre chose après, c'est en fait simplement ce qui est décrit dans le livre dont j'ai parlé au début. Et en fait, voilà, ce livre se focalise sur le développement du crédit public au Royaume-Uni, donc au XVIIIe siècle. Et c'est pourquoi, en effet, il part de la dette publique ainsi que des obligations, parce que c'était bien ça, et des actions qui concernaient les compagnies commerciales. Les compagnies commerciales, elles étaient contrôlées par l'État, mais elles fonctionnaient comme des entreprises privées. Et elles ont été créées à l'image des compagnies privées. Mais vous avez tout à fait raison de dire que le fait important, c'était le développement du marché des actions par ailleurs, par les compagnies privées. Et ça, c'était pas dans le graphique que j'ai montré. Mais effectivement, c'était un point très important à cette époque, le développement de la City à Londres. Et les obligations d'État et la dette publique s'est greffé sur ce marché. Mais c'est bien effectivement le développement du marché à Londres, dès le XVIIe siècle, qui a été un élément clé, moteur, de l'émergence de ce système. L'État est arrivé après. Et de la même façon, au XVIIe siècle, en Hollande. D'abord, on a la constitution d'un marché, et ensuite, l'État arrive pour se greffer sur ce marché avec ses propres institutions. Et on pourrait remonter encore avant, en Italie, à Florence, à Gênes, à Venise, et on verrait aussi la même chose, à la différence que l'État est allé moins loin dans le développement de ses propres institutions. Mais oui, vos remarques sont tout à fait justes. Simplement, il aurait fallu que je développe davantage le propos du livre dont je parlais, et j'avais pas le temps de le faire. Voilà. Mais je l'ai fait lors d'un précédent séminaire dans notre laboratoire.